Imaginez que vous vous réveillez un matin de janvier 1347 dans un petit château de Bourgogne. Le froid pique vos joues et une odeur complexe flotte dans l'air. Un mélange de fumée de bois, d'herbes séchées et autre chose, quelque chose que vous ne pourriez pas identifier immédiatement, mais qui raconte une histoire fascinante sur la façon dont nos ancêtres concevaient la propreté. Car contrairement à ce qu'on vous a toujours dit, les gens du Moyen Âge n'étaient pas des sauvages crasseux qui ne se lavaient jamais. Ils avaient leur propre code, leurs propres rituels, leurs propres secrets pour rester propres dans un monde bien différent du nôtre. Margot soulève délicatement le loquet de bois. La porte de la chambre de Dame Agnès grince sur ses gonds, comme chaque matin depuis 3 ans qu'elle sert au château de Montclair. L'air froid de janvier s'infiltre par les fentes des volets, portant avec lui l'odeur familière de la campagne bourguignonne. Terre gelée, fumée des cheminées et cette senteur particulière que dégagent les corps humains quand ils vivent ensemble dans des espaces confinés. Vous devez comprendre qu'en ce temps-là, l'hygiène ne ressemblait en rien à ce que vous connaissez aujourd'hui. Pas de savonnette parfumée, pas de brosse à dents, pas de déodorant. Et pourtant, les gens ne vivaient pas dans la crasse comme les films nous le montrent souvent. Ils avaient développé leur propre méthode, leur propre rituel, aussi efficace que possible, compte tenu de leurs moyens. Dame Agnès émerge lentement de son sommeil, emmitouflée dans ses fourrures d'hermine, ses cheveux blonds, qu'elle n'a pas lavés depuis près de 15 jours, sont soigneusement tressés et recouverts d'un fin tissu de lin. Car voilà le premier secret de l'hygiène médiévale. On ne se lave pas les cheveux, on les protège. Les femmes nobles comme Agnès utilisent des coiffes, des voiles, des tresses complexes pour éviter que leurs cheveux ne se salissent trop vite. Margot, murmure-t-elle, de sa voix encore ensommeillée, apportez-moi le bassin et les herbes. Vous assisterez maintenant au rituel matinal d'une dame noble du XIVe siècle. Margot s'empresse vers la petite table de bois où trône un bassin de cuivre martelé. Elle y verse de l'eau tiède, préalablement chauffée près du feu de la grande cheminée. L'eau n'est pas claire comme celle de nos robinets modernes. Elle a cette teinte légèrement brunâtre de l'eau puisée au puits, mais elle est propre selon les standards de l'époque. Dame Agnès plonge ses mains délicates dans l'eau tiède. Elle commence par se laver le visage avec une pâte granuleuse faite de cendres de bois et de graisse animale. Oui, vous avez bien entendu, de la cendre et de la graisse. C'est leur savon, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il nettoie remarquablement bien. La cendre contient de la potasse, qui, combinée à la graisse, crée une réaction de saponification naturelle. Ses gestes sont précis, ritualisés. Elle frotte délicatement ses joues, son front, son cou. L'eau devient progressivement plus sombre, emportant avec elle la poussière et les impuretés accumulées. Margot observe en silence, tenant à la main une serviette de lin rugueuse mais propre. Mais la vraie révélation vient ensuite. Dame Agnès saisit une petite bourse de cuir contenant des herbes séchées, lavande, romarin, sauge. Elle en frotte ses poignets, ses tempes, derrière ses oreilles. Ces herbes ne sont pas seulement parfumées, elles sont antiseptiques. Nos ancêtres avaient compris, bien avant la découverte des microbes, que certaines plantes aidaient à lutter contre les mauvaises odeurs et même les infections. Vous savez, dit Dame Agnès à Margot, tout en continuant ses ablutions, ma grand-mère me racontait qu'à la cour du roi, les dames changent de chemise chaque jour. Elle sourit avec une pointe d'ironie. Nous autres, simples nobles de province, devons nous contenter de 2 fois par semaine. Cette remarque révèle un aspect crucial de l'hygiène médiévale, l'importance du linge de corps. Contrairement à l'idée reçue, les gens du Moyen Âge changeaient régulièrement leurs sous-vêtements. La chemise de lin, portée directement sur la peau,
absorbait la sueur et les impuretés. La laver et la changer était considéré comme l'équivalent de se laver soi-même. Margot aide sa maîtresse à enfiler une chemise propre, blanche comme la neige fraîche. Le tissu de lin a été blanchi au soleil et à la cendre. Un procédé long mais efficace. Dame Agnès inhale profondément l'odeur de propre qui s'en dégage. Pour elle, cette chemise fraîche est un luxe, un plaisir sensuel, aussi intense que pourrait l'être pour vous une douche chaude après une longue journée. Mais vous vous demandez sûrement, et le reste du corps? Dame Agnès ne va tout de même pas se déshabiller entièrement dans cette chambre glacée de janvier. Et vous avez raison, le bain complet est rare, réservé aux occasions spéciales, aux fêtes, au mariage. Mais cela ne signifie pas qu'elle néglige le reste de son corps. Elle soulève sa chemise jusqu'aux genoux et commence à se laver les jambes avec un linge humide. Ses gestes sont rapides mais méticuleux. Elle nettoie chaque pli de peau, chaque orteil, avec une attention particulière, aux endroits où la saleté s'accumule. Margot lui tend un second linge, imbibé d'une décoction de camomille pour rincer. Les pieds, surtout, requièrent une attention particulière. En cette époque où l'on marche beaucoup, où les chaussures sont rudimentaires et où les sols sont souvent boueux, les pieds souffrent. Dame Agnès masse les siens avec une pommade à base de graisse de porc et d'herbes cicatrisantes. Ses ongles, elle les coupe avec de petits ciseaux de métal et les nettoie avec une fine baguette d'os. C'est alors que résonne une série de coups à la porte. « Madame, dit une voix masculine à travers le bois épais, Maître Thibault est arrivé pour votre rendez-vous hebdomadaire. » Thibault Roussillon, le barbier chirurgien du village, est un homme respecté malgré son origine modeste. Dans cette société, où la médecine et l'hygiène se mélangent intimement, il joue un rôle crucial. Il ne se contente pas de tailler les cheveux et les barbes. Il soigne, il conseille, il maintient la propreté de ses patients, nobles comme roturiers. Dame Agnès termine rapidement sa toilette. Elle enfile une robe de laine épaisse, brune comme la terre de ses champs, et fixe sa coiffe de lin blanc. Ses cheveux, bien qu'elle ne les ait pas lavés depuis 2 semaines, ne sentent pas mauvais. Le secret, elle les brosse chaque soir avec une brosse en poil de sanglier, éliminant ainsi poussière et impureté, et elle utilise de la poudre d'iris séchée comme shampoing sec. Margot ouvre la porte à Maître Thibault. C'est un homme d'une 40aine d'années, au visage buriné par le travail et les intempéries, mais aux mains étonnamment propres et soignées. Ses outils, rangés dans une sacoche de cuir, brillent de propreté, car voici un autre secret de l'époque. Les professionnels de la santé et de l'hygiène avaient compris l'importance de la propreté de leurs instruments, même s'ils ne connaissaient pas encore l'existence des microbes. « Bonjour, madame, dit-il en s'inclinant respectueusement. Sa voix est grave, rassurante. J'espère que vous vous portez bien, malgré ce froid de chien. L'expression le fait sourire intérieurement. En ce temps-là, on ne dit pas un froid de canard, comme de nos jours. Les comparaisons populaires s'inspirent de la vie quotidienne. Les chiens errants qui grelottent dans les rues, les bœufs qui peinent dans la boue glacée des chemins. Dame Agnès s'assoit sur un tabouret de bois, face à un petit miroir de métal poli. « Maître Thibault, j'ai remarqué que mes dents me font souffrir ces derniers temps. Et regardez, elle ouvre la bouche, révélant une dentition qui, sans être parfaite, est bien mieux entretenue que ce qu'on imagine généralement au Moyen-Âge. » Thibault examine attentivement. Les dents de Dame Agnès sont un peu jaunies, certes, mais relativement saines. Elle les nettoie chaque matin avec un mélange de sel fin et d'herbes aromatiques qu'elle frotte à l'aide d'un petit bout de tissu enroulé autour de son doigt. Elle mâche aussi régulièrement des tiges de fenouil qui rafraîchissent la laine et fortifient les gencives. « Vos dents se portent bien, madame.
conclut-il après examen. Continuez vos soins habituels, mais ajoutez ceci. Il sort de sa sacoche un petit sachet de poudre brunâtre. Écorce de chêne broyée, mélangée à de la poudre d'os calcinée. Frottez vos gencives avec cela 3 fois par semaine. Cela les fortifiera et éloignera les inflammations. Vous découvrez ainsi que nos ancêtres médiévaux avaient développé une pharmacopée impressionnante pour l'hygiène buccale. Ils utilisaient des racines à mâcher, des poudres abrasives naturelles, des bains de bouche à base de décoction d'herbes. Leurs dents n'étaient pas parfaites, mais ils faisaient de leur mieux avec les moyens du bord. Thibaut sort ensuite ses ciseaux et commence à tailler délicatement les cheveux qui dépassent de la coiffe de Dame Agnès. Ses gestes sont précis, artistiques presque, car la coiffure, même simple, est un art à cette époque. Elle reflète le statut social, la richesse, la personnalité. « Dites-moi, maître Thibaut, demande Dame Agnès pendant qu'il travaille, que pensez-vous de ces rumeurs qui courent au sujet des bains publics de la ville? Mon confesseur prétend qu'ils sont des lieux de perdition. » Thibaut s'arrête un instant, réfléchit. Les étuves, ces bains publics qui fleurissent dans toutes les villes depuis le XIIe siècle, sont effectivement controversés. L'Église les regarde d'un œil méfiant, y voyant des lieux de débauche, où hommes et femmes se mélangent dans une nudité suspecte. Pourtant, elles répondent à un besoin réel de propreté dans une société urbaine de plus en plus dense. « Madame, répond-il diplomatiquement, les étuves sont ce qu'on en fait. Il est vrai que certaines ont mauvaise réputation, mais d'autres sont des lieux respectables, où les familles honnêtes viennent se laver ensemble, en toute décence. J'y accompagne souvent ma femme et mes enfants. » Cette réponse révèle une réalité complexe de l'hygiène médiévale. D'un côté, l'Église prêche la méfiance envers le corps et ses plaisirs, y compris celui du bain. De l'autre, les nécessités pratiques poussent les gens à chercher des solutions collectives pour se maintenir propres. Les étuves représentent un compromis entre ces deux tendances. Thibaut termine sa coupe et range ses outils. Avant de partir, il donne un dernier conseil à Dame Agnès. « N'oubliez pas de faire brûler de la sauge dans votre chambre ce soir. Avec cette humidité, l'air devient malsain. La fumée de sauge purifiera l'atmosphère et éloignera les miasmes. » Car voilà encore un aspect crucial de l'hygiène médiévale. La peur des mauvais airs, des miasmes. Bien avant la découverte des microbes, nos ancêtres avaient intuitivement compris que certaines odeurs, certaines atmosphères étaient liées aux maladies. Ils développèrent donc tout un arsenal de fumigation, d'encens, d'herbes à brûler pour purifier l'air de leur maison. Après le départ de Thibaut, Dame Agnès descend dans la grande salle du château. L'odeur qui y règne vous surprendrait. Un mélange complexe de fumée de bois, de cuisine, de corps humains, mais aussi d'herbes aromatiques et de cire d'abeille. Ce n'est ni agréable, ni désagréable, selon nos standards modernes. C'est simplement différent. C'est l'odeur de la vie médiévale, une odeur que tous les habitants du château connaissent et acceptent comme normale. Margot la suit, portant dans ses bras le linge sale de la semaine, car même si les bains complets sont rares, le lavage du linge est constant. Dans la buanderie du château, plusieurs femmes s'activent autour de grandes cuves d'eau chaude. Elles battent les tissus, les frottent avec du savon noir, les rincent dans l'eau claire de la rivière, qui coule en contrebas. Ce travail de blanchisserie est essentiel à l'hygiène collective. Les draps, les chemises, les braies sont lavés, séchés, parfois blanchis au soleil. Les femmes qui s'en occupent ont développé une expertise remarquable. Elles savent quelles herbes ajouter à l'eau de rinçage pour parfumer le linge. Comment utiliser la cendre pour détacher les taches les plus tenaces. Comment éviter que les couleurs ne bavent.
Dame Agnès observe le travail un moment, puis se dirige vers les cuisines, car l'hygiène ne concerne pas seulement le corps et le linge, elle touche aussi à la nourriture. Les cuisiniers du château ont leurs propres règles de propreté. Ils se lavent les mains dans des bassins spéciaux, utilisent des linges propres pour essuyer les plats, vérifient la fraîcheur des aliments. Maître Gauthier, le chef cuisinier, est en train de préparer le repas de midi. Ses mains, bien que tachées par le travail, sont étonnamment propres. Il les lave fréquemment, dans de l'eau additionnée de vinaigre, un antiseptique naturel efficace. Ses ustensiles de cuisine, cuillères de bois et couteaux de métal, sont soigneusement nettoyés après chaque usage. Madame, dit-il en s'inclinant, aujourd'hui, nous aurons du porc salé aux fèves et du pain frais. J'ai aussi préparé une tisane de menthe pour la digestion. Vous réalisez alors que l'hygiène alimentaire médiévale, bien qu'empirique, était assez développée. Les gens avaient compris l'importance de la conservation, salaison, fumage, séchage, de la cuisson qui élimine de nombreux germes, et de certaines précautions, éviter la viande avariée, boire de la tisane plutôt que de l'eau douteuse. L'après-midi s'écoule tranquillement. Dame Agnès va qu'à ses occupations. Elle supervise les travaux de couture, vérifie les comptes de l'intendant, reçoit quelques visiteurs. Mais vers la fin du jour, elle sent le besoin de se rafraîchir à nouveau, car contrairement aux idées reçues, nos ancêtres ne se contentaient pas d'une toilette matinale. Ils se lavaient plusieurs fois par jour, selon leurs activités et leurs besoins. Elle remonte dans sa chambre et demande à Margot de préparer une nouvelle bassine d'eau tiède. Cette fois, elle y ajoute quelques gouttes d'eau de rose. Un luxe qu'elle s'autorise de temps en temps. L'eau de rose, obtenue par distillation de pétales, est à la fois parfumée et antiseptique. Elle la rafraîchit et lui donne cette sensation de propreté délicate que recherchent les femmes de son rang. Ses ablutions du soir sont plus complètes que celles du matin. Elle se lave les mains, les avant-bras, le visage, le cou. Elle nettoie aussi ses parties intimes, délicatement, avec un linge doux, imbibé d'eau tiède et d'herbes apaisantes. Car oui, contrairement à ce que prétendent certains clichés, les femmes médiévales prenaient soin de leur intimité avec autant d'attention que nous. Pour finir, elle brosse longuement ses cheveux avant de les retresser pour la nuit. Le brossage quotidien est crucial. Il élimine les impuretés, active la circulation du cuir chevelu, répartit le sébum naturel qui protège les cheveux. Sa brosse en poil de sanglier, bien qu'artisanale, est d'une efficacité remarquable. Margot l'aide ensuite à enfiler sa chemise de nuit, un vêtement de lin fin et blanc, qui l'accompagnera pendant son sommeil. Car même pour dormir, l'hygiène a ses exigences. La chemise de nuit absorbe la transpiration nocturne et protège les draps, qu'on ne peut pas laver aussi souvent que les vêtements de corps. Avant de se coucher, Dame Agnès fait brûler un petit fagot de lavande séchée dans un brasero de bronze. La fumée parfumée envahit la chambre, chassant les mauvaises odeurs et créant une atmosphère propice au repos, car nos ancêtres avaient compris que l'hygiène ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'environnement dans lequel on vit. Alors que Dame Agnès s'allonge dans son lit, emmitouflée dans ses fourrures, vous réalisez que sa journée a été rythmée par de multiples gestes d'hygiène. Certes, ils ne ressemblent pas aux nôtres, mais ils répondent aux mêmes besoins fondamentaux. Se sentir propre, se sentir bien dans son corps, préserver sa santé. Demain, le rituel recommencera, avec quelques variations, car l'hygiène médiévale, contrairement aux idées reçues, n'était ni négligée ni anarchique. Elle suivait ses propres codes, ses propres rythmes, adaptés aux contraintes et aux possibilités de l'époque. Le lendemain matin, un brouhaha inhabituel résonne dans la cour du château. Dame Agnès, attirée par le bruit, se penche à sa fenêtre et découvre une scène fascinante. Une procession d'habitants du village
remontent le chemin boueux, portant des seaux, des linges, des fagots de bois. Ces jours d'étuve au bourg de Montclair, et même les plus humbles, se préparent à leur rituel hebdomadaire de propreté collective. Vous allez maintenant découvrir un aspect méconnu de l'hygiène médiévale. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, les gens du peuple n'étaient pas plus sales que les nobles. Ils avaient simplement développé d'autres stratégies, d'autres techniques, adaptées à leurs moyens et à leur mode de vie. Et parfois, leur méthode était même plus efficace que celle des châteaux. Margot frappe à la porte. « Madame » dit-elle, avec une excitation inhabituelle dans la voix. Maître Thibault demande si vous souhaitez l'accompagner aux étuves aujourd'hui. Il dit que c'est le moment idéal, avant que l'affluence ne devienne trop importante. Dame Agnès hésite. Les étuves publiques ont mauvaise réputation dans son milieu. Pourtant, la curiosité l'emporte. Elle n'y est jamais allée. Et l'idée de découvrir comment vivent et se lavent ces sujets l'intrigue. Très bien, décide-t-elle. Préparez mes affaires de bain et ma cape la plus simple. Nous irons incognito. 1 heure plus tard, vous vous retrouvez dans les rues de Montclair, suivant Dame Agnès et Margot, qui marchent d'un pas décidé vers le quartier des artisans. L'odeur qui règne ici est différente de celle du château. Plus âcre, mélange de fumée d'atelier, de cuir en cours de tannage, de pain chaud sortant des fours, et de cette senteur particulière que dégagent les corps qui travaillent dur pour gagner leur vie. Les étuves de Montclair occupent un bâtiment de pierre robuste, construit au bord de la rivière, pour faciliter l'approvisionnement en eau. De la vapeur s'échappe par de petites fenêtres, munies de volets de bois, et l'on entend des voix, des rires, le bruit de l'eau qui coule et qui clapote. Une enseigne de fer forgé, représentant un baquet surmonté d'une serviette, indique clairement la nature de l'établissement. Maître Thibault les attend devant l'entrée, accompagné de sa femme Mathilde et de leurs 2 enfants. Il a revêtu ses habits les plus propres, une tunique de laine brune, soigneusement brossée, des braies de lin blanc et des chausses de cuir récemment graissées, car aller aux étuves est un événement social autant qu'hygiénique, une occasion de se montrer sous son meilleur jour. « Soyez les bienvenus », dit-il en s'inclinant respectueusement devant Dame Agnès. Maître Godwin, l'étuveur, nous attend. C'est un homme de confiance, discret et compétent. L'intérieur vous surprend par sa propreté et son organisation. Le sol de pierre est régulièrement lavé et parsemé d'herbes aromatiques fraîches. Des bancs de bois alignés le long des murs permettent de se déshabiller et de déposer ses affaires. Des crochets de fer forgé supportent les vêtements et de grandes corbeilles d'osier tressé recueillent le linge sale. Maître Godwin, l'étuveur, est un homme dans la force de l'âge, au torse puissant et aux mains calleuses. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa propreté méticuleuse. Ses cheveux sont soigneusement peignés, sa barbe taillée de frais, et son tablier de cuir, bien qu'usé par le travail, est d'une netteté irréprochable. Il a compris que sa propre hygiène est la meilleure publicité pour son établissement. « Noble dame », dit-il en reconnaissant Dame Agnès, malgré sa tenue simple, « c'est un honneur de vous recevoir. J'ai préparé notre meilleur cabinet, avec de l'eau fraîchement chauffée et des herbes de première qualité. » Il les guide vers une pièce séparée, réservée à la clientèle aisée, car les étuves, contrairement à l'image qu'on s'en fait parfois, respectent scrupuleusement les hiérarchies sociales. Les nobles ont leurs cabinets privés, les bourgeois leurs espaces semi-privés, et les artisans et paysans se contentent des grandes salles communes. La pièce est simple, mais confortable. Au centre trône un grand baquet de bois, cerclé de fer, assez large pour accueillir 2 ou 3 personnes. L'eau qui le remplit fume légèrement, dégageant un parfum délicat de camomille et de lavande.
Des étagères creusées dans le mur de pierre supportent des pains de savon, des éponges naturelles, des pots d'onguents et de pommade. Dame Agnès examine attentivement ce qui l'entoure. Elle découvre que l'hygiène populaire est plus sophistiquée qu'elle ne l'imaginait. Le savon utilisé ici n'est pas la pâte rudimentaire de cendre et de graisse qu'elle connaît. C'est un véritable savon dur, fabriqué selon des techniques que maîtrisent parfaitement les artisans savonniers de la région. Ce savon, explique maître Godwin en lui montrant un pain brunâtre marqué de motifs géométriques, est fait avec de l'huile d'olive que nous recevons du Midi, de la cendre de hêtre de nos forêts et des herbes de nos collines. Il mousse bien, nettoie en profondeur et laisse la peau douce. Mathilde, la femme de Thibaut, commence à se déshabiller avec une aisance naturelle. Dans ce contexte, la nudité n'a rien de choquant. C'est une nécessité pratique, un préalable indispensable à la propreté. Elle aide ses enfants à ôter leurs vêtements, vérifie qu'ils n'ont pas de parasites dans les cheveux, examine leurs pieds pour détecter d'éventuelles blessures ou infections. Car voilà un aspect crucial des étuves médiévales. Elles ne servent pas seulement à se laver, elles fonctionnent aussi comme des dispensaires de médecine préventive. Les gens s'y examinent mutuellement, se signalent les problèmes de peau, se donnent des conseils de santé. L'étuveur lui-même joue souvent le rôle d'un aide-soignant capable de détecter les premiers signes de maladie et d'orienter ses clients vers les praticiens compétents. Dame Agnès, après un moment d'hésitation, accepte de se joindre au bain. Elle ôte sa robe, sa chemise, et découvre avec surprise que cette nudité partagée la gêne moins qu'elle ne l'avait craint. L'atmosphère est détendue, familiale presque. Les conversations vont bon train sur les sujets du quotidien. La récolte à venir, les mariages en préparation, les naissances récentes. L'eau du bain est délicieusement tiède, parfumée par les herbes qui flottent à sa surface. Dame Agnès s'y glisse avec précaution et ressent immédiatement une sensation de bien-être qu'elle n'avait jamais éprouvée lors de ses toilettes solitaires au château. La chaleur détend ses muscles, ouvre ses pores, libère les tensions accumulées. Mathilde prend en charge le lavage de ses enfants avec une expertise qui force l'admiration. Elle commence par mouiller leurs cheveux, puis applique une pâte composée d'œufs battus et d'herbes aromatiques. Cette préparation, explique-t-elle à Dame Agnès, nettoie les cheveux en profondeur tout en les nourrissant et en les fortifiant. Les œufs, précise-t-elle, tout en massant délicatement le cuir chevelu de sa fille, contiennent des graisses qui protègent les cheveux et des substances qui les rendent brillants. Ma grand-mère utilisait déjà cette recette, et sa grand-mère avant elle. Vous découvrez ainsi toute une tradition familiale de soins capillaires, transmise de mère en fille depuis des générations. Ces femmes du peuple ont développé une connaissance empirique remarquable des propriétés des différents ingrédients naturels. Elles savent que le jaune d'œuf nourrit, que le blanc mousse et nettoie, que certaines herbes démêlent et parfument. Pendant que les cheveux des enfants trempent, Mathilde s'occupe de leur corps. Elle utilise une éponge naturelle, rugueuse mais efficace, qu'elle imbibe de savon et d'eau chaude. Ses gestes sont méthodiques. Elle commence par les pieds, remonte le long des jambes, nettoie soigneusement toutes les pliures de peau où s'accumule la saleté et la sueur. Les enfants se laissent faire docilement. Pour eux, ce bain hebdomadaire est un moment de bonheur, une parenthèse de douceur dans une vie souvent rude. Ils barbotent, rient, éclaboussent un peu. Leur mère les gronde gentiment, mais on sent qu'elle aussi prend plaisir à ces instants de détente familiale. Dame Agnès observe, apprend, compare. Elle réalise que les techniques de lavage utilisées ici sont parfois supérieures aux siennes. L'éponge naturelle, par exemple, exfolie la peau
bien mieux que les linges de lin qu'elle utilise habituellement. Le savon dur mousse davantage et rince plus facilement que sa pâte de cendre et de graisse. Maître Thibault, installé dans un coin du baquet, profite de ce moment pour examiner sa propre peau. Il cherche les grains de beauté suspects, les taches qui auraient pu apparaître, les petites blessures qui auraient mal cicatrisé, car les hommes de son époque, contrairement aux clichés modernes, accordent une attention soutenue à leur apparence et à leur santé. Il découvre une petite coupure sur son avant-bras, probablement due à un outil mal aiguisé. Il la montre à Godwin, qui examine la blessure d'un œil expert. Ce n'est rien de grave, conclut l'étuveur, mais il faut désinfecter. Je vais vous donner un peu de vinaigre aux herbes. Cette scène révèle un aspect méconnu des étuves. Elles fonctionnent comme des centres de soins préventifs. Les gens s'y examinent, s'y soignent mutuellement, échangent conseils et remèdes. L'étuveur, par sa position centrale, accumule une somme de connaissances médicales empiriques qui font de lui un praticien informel mais respecté. Après 1 heure de trempage et de nettoyage minutieux, il est temps de sortir du bain. Mais l'hygiène ne s'arrête pas là. Godwin apporte de grandes serviettes de chanvre, rugueuses mais absorbantes, pour sécher les corps. Il propose aussi différents onguents et pommades pour nourrir la peau, parfumer le corps, soigner les petits problèmes dermatologiques. Dame Agnès découvre toute une gamme de produits cosmétiques populaires qu'elle ne soupçonnait pas. Il y a des crèmes à base de graisse d'oie et d'herbes cicatrisantes pour les mains abîmées par le travail, des pommades parfumées au miel et aux épices pour adoucir la peau, des huiles aromatiques pour les cheveux et la barbe. Cette pommade, explique Godwin en montrant un pot de terre cuite rempli d'une substance jaunâtre, est faite avec de la cire d'abeille, de l'huile de noix et de la poudre de racine d'iris. Elle protège la peau du froid et des gerçures, tout en la parfumant délicatement. Il étale un peu de produit sur le dos de sa main pour faire une démonstration. L'odeur qui s'en dégage est agréable, fleurie sans être entêtante. Dame Agnès y reconnaît les senteurs de la campagne bourguignonne. Iris des prairies, cire dorée des ruches, huile de noix des vergers familiaux. Mathilde aide ses enfants à s'habiller. Leurs vêtements, qu'elle avait apportés dans un panier d'osier, sont d'une propreté méticuleuse. Tuniques de laine finement tissée, braies de lin blanc, chausses de cuir souple. Tout a été lavé, séché, brossé avec soin, car l'hygiène vestimentaire populaire est plus développée qu'on ne le croit généralement. Nous lavons nos vêtements 2 fois par semaine, explique-t-elle à Dame Agnès. Ma mère nous a appris qu'un habit propre vaut tous les parfums du monde. Et puis, quand on travaille dur, on transpire beaucoup. Il faut changer de linge souvent, sinon on tombe malade. Cette remarque révèle une compréhension intuitive des liens entre hygiène et santé. Ces gens du peuple ont observé que ceux qui négligent leur propreté tombent plus souvent malades, attrapent plus de parasites, vieillissent plus vite. Ils ont donc développé leur propre stratégie préventive, adaptée à leurs moyens. Les enfants, une fois habillés, ont l'air de petits anges. Leurs cheveux, lavés et peignés, brillent de santé. Leur peau, nettoyée et hydratée, a retrouvé sa douceur naturelle. Ils sentent bon les herbes aromatiques et le savon de qualité. Dame Agnès réalise qu'ils sont probablement plus propres qu'elle ne l'était avant son bain matinal au château. Pendant qu'elle se rhabille à son tour, Dame Agnès entend les conversations des autres clients des étuves, car dans la grande salle commune, l'animation bat son plein. Des artisans, des paysans, des marchands viennent se laver en bavardant de leurs affaires. L'atmosphère est conviviale, détendue, presque festive. Elle entend parler de techniques de lavage qu'elle ignore. Comment utiliser l'argile pour nettoyer les cheveux gras?
Comment préparer des décoctions d'écorce de bouleau pour soigner les problèmes de peau? Comment fabriquer des dentifrices à base de plantes locales? Ces gens du peuple ont développé une véritable culture de l'hygiène, transmise oralement de génération en génération. Un détail l'intrigue particulièrement. Beaucoup de femmes portent des sachets de tissu accrochés à leur ceinture. Elle interroge Mathilde sur leur usage. Ce sont des sachets de lavande et de menthe séchée, explique celle-ci. Nous les portons toujours sur nous. Quand nous transpirons ou quand nous sentons une mauvaise odeur, nous les froissons entre nos doigts. Cela libère le parfum et rafraîchit l'atmosphère. Cette pratique révèle une approche sophistiquée de l'hygiène corporelle. Ces femmes ne se contentent pas de se laver ponctuellement. Elles portent en permanence de quoi masquer ou corriger les odeurs corporelles. Leurs sachets d'herbe font office de déodorant naturel, disponible à tout moment. Dame Agnès examine aussi les chaussures que portent les gens du peuple. Contrairement à ce qu'elle imaginait, elles sont souvent en bon état, soigneusement entretenues et cirées. Les semelles sont régulièrement changées, les cuirs nourris avec des graisses appropriées, car marcher avec des chaussures en mauvais état, c'est s'exposer aux blessures, aux infections, aux maladies des pieds. Mes sabots, explique un paysan à sa femme, je les huile chaque semaine avec de la graisse d'oie. Comme ça, ils restent souples et imperméables, et je change la paille, qui est dedans tous les 2 jours. Mes pieds restent au sec et ne sentent pas mauvais. Vous découvrez ainsi toute une science populaire du soin des pieds, adaptée aux conditions de vie de l'époque. Ces gens qui marchent beaucoup, qui travaillent souvent debout, qui portent des chaussures rudimentaires, ont développé des techniques efficaces pour préserver la santé de leurs pieds. En sortant des étuves, Dame Agnès croise le regard de plusieurs habitants du village. Ils la reconnaissent, malgré sa tenue simple. Mais leur attitude n'exprime ni déférence excessive, ni gêne particulière. Dans ce lieu dédié à l'hygiène, les barrières sociales s'estompent momentanément. Riches et pauvres partagent les mêmes besoins de propreté, les mêmes plaisirs du bain, les mêmes soucis de santé. Sur le chemin du retour, elle réfléchit à ce qu'elle vient de découvrir. L'hygiène populaire n'est ni primitive ni négligée. Elle suit ses propres codes, utilise ses propres techniques, s'appuie sur ses propres savoirs. Parfois, elle est même plus efficace que l'hygiène aristocratique, car elle a été forgée par la nécessité et affinée par l'expérience. De retour au château, Dame Agnès convoque son intendant. « Je veux que nous organisions des bains pour nos serviteurs, déclare-t-elle. Une fois par mois, nous chaufferons de l'eau dans les grandes cuves de la buanderie et nous fournirons du savon de qualité. Une maison propre commence par des gens propres. » Cette décision marque un tournant dans sa conception de l'hygiène. Elle a compris que la propreté n'est pas un privilège de classe, mais une nécessité partagée par tous. Elle a aussi réalisé que les techniques populaires peuvent enrichir ses propres pratiques d'hygiène. Le soir venu, elle fait préparer son bain hebdomadaire avec un soin particulier. Elle demande à Margot d'ajouter à l'eau quelques gouttes de l'huile aromatique qu'elle a achetée chez les tuveurs. Elle utilise aussi l'éponge naturelle que lui a offerte Maître Godwin et qu'elle trouve bien plus efficace que ses linges habituels. Pendant qu'elle se baigne, elle repense à cette journée d'apprentissage. Elle a découvert que l'hygiène médiévale est un art complexe, aux multiples facettes, qui varient selon les classes sociales, mais obéit partout aux mêmes préoccupations fondamentales. Se maintenir en bonne santé, se sentir bien dans son corps, préserver sa dignité sociale. Margot, qui l'aide à sortir du bain, remarque sa peau plus douce, ses cheveux plus brillants. « Madame, dit-elle timidement, vous sentez bon, comme les fleurs de mai. » Dame Agnès sourit. Elle se sent effectivement différente, plus propre peut-être, mais surtout plus consciente
de ce que représente vraiment l'hygiène. Ce n'est pas seulement une question de convention sociale ou de coquetterie personnelle. C'est un art de vivre, une façon de respecter son corps et celui des autres, une manière de créer du lien social à travers des rituels partagés. En s'endormant ce soir-là, enveloppée dans des draps fraîchement lavés et parfumée à la lavande, elle se promet de continuer à explorer les secrets de l'hygiène médiévale, car elle a compris qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre sur les façons dont ses contemporains prennent soin d'eux-mêmes et de leur entourage. 3 semaines après sa visite aux étuves, Dame Agnès est réveillée par des gémissements qui s'échappent de la chambre voisine. Sa dame de compagnie, Isabelle de Courtenay, souffre de douleurs intenses qui l'empêchent de dormir depuis plusieurs nuits. Mais ces douleurs ne sont pas celles d'une maladie ordinaire. Elles annoncent l'arrivée de ses règles menstruelles, et avec elles, tout un arsenal de pratiques d'hygiène spécifiquement féminines que peu d'hommes de l'époque connaissent vraiment. Vous allez maintenant pénétrer dans l'univers le plus intime et le plus secret de l'hygiène médiévale, celui des femmes, car contrairement aux idées reçues, nos ancêtres n'ignoraient pas les besoins spécifiques du corps féminin. Ils avaient développé toute une gamme de solutions, de remèdes et de rituels pour accompagner les femmes dans leur cycle naturel, leur grossesse, leurs accouchements. Dame Agnès se lève discrètement et se dirige vers la chambre d'Isabelle. Elle frappe doucement à la porte avant d'entrer. La jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, est recroquevillée sous ses fourrures, le visage crispé par la douleur. Des gouttes de sueur perlent sur son front, malgré le froid de mars qui règne dans la chambre. « Ma chère Isabelle », murmure Dame Agnès en s'asseyant au bord du lit. « Vos fleurs rouges arrivent-elles ?» Cette expression pudique, les fleurs rouges, est l'une des nombreuses façons dont les femmes de l'époque désignent leur menstruation. Elles parlent aussi de la visite de Dame Nature, du mal des femmes, ou encore de l'épanchement lunaire. Car si le sang menstruel est considéré comme impur par l'Église, les femmes ont appris à vivre avec cette réalité biologique en développant leur propre code et leur propre stratégie. Isabelle hoche la tête faiblement. « Oui, madame. Et cette fois, les douleurs sont particulièrement fortes. J'ai l'impression qu'on me tord les entrailles avec des tenailles de forgeron. » Dame Agnès connaît bien ces souffrances. Elle aussi les a endurées, mois après mois, pendant des années. Elle sait aussi comment les soulager, grâce aux recettes que lui a transmises sa mère, et que celle-ci tenait de sa propre mère, car la connaissance des maux de femme se transmet depuis des générations, de mère en fille, dans le plus grand secret. « Margot », appelle-t-elle doucement, « apportez-moi la tisane de saule et les linges spéciaux d'Isabelle. » Cette demande révèle toute une logistique spécifiquement féminine. Les linges spéciaux sont des bandes de toile de lin, longues d'une coudée et larges de 3 doigts, que chaque femme du château possède en nombre suffisant. Elle les cousent elle-même, avec un soin particulier, dans les chutes de tissu les plus douces et les plus absorbantes. Margot revient avec un plateau contenant une tisane fumante à l'odeur amère et un panier d'osier rempli de linge proprement plié. La tisane de saule, préparée avec l'écorce de l'arbre broyé et infusée dans l'eau bouillante, contient ce que nous appellerions aujourd'hui de l'aspirine naturelle. Nos ancêtres avaient découvert empiriquement ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Buvez cela lentement, conseille Dame Agnès en tendant le gobelet à Isabelle, et respirez profondément. La vapeur elle-même soulage les douleurs. Pendant qu'Isabelle sirote sa tisane, Dame Agnès prépare les linges menstruels. Elle vérifie leur propreté, leur douceur, leur capacité d'absorption, car l'hygiène menstruelle médiévale, bien qu'empirique, obéit à des règles strictes. Les linges doivent être impeccablement lavés, séchés au soleil quand c'est possible,
parfumées aux herbes antiseptiques. Comment les fixez-vous ? demande-t-elle à Isabelle. Car les techniques varient selon les femmes et les régions. Avec des épingles de bronze et une ceinture de cuir souple, répond la jeune femme. Ma mère m'a appris à les placer de façon à ce qu'ils restent bien en place, même quand je marche ou que je travaille. Cette conversation révèle l'ingéniosité des femmes médiévales face aux contraintes de leur époque. Sans élastique ni adhésif, elles ont inventé des systèmes de fixation efficaces, discrets, confortables. Certaines utilisent des épingles, d'autres des lacets, d'autres encore des ceintures spécialement conçues à cet effet. Dame Agnès aide Isabelle à installer ses protections. Ses gestes sont précis, maternels, empreints d'une solidarité féminine qui transcende les différences de rang. Car face aux réalités biologiques, toutes les femmes sont égales. Nobles ou servantes, riches ou pauvres, chacune doit affronter les mêmes contraintes, les mêmes inconforts, les mêmes nécessités d'hygiène. N'oubliez pas de changer vos linges 3 fois par jour, recommande-t-elle, et lavez-vous avec l'eau vinaigrée que prépare Margot. Le vinaigre évite les irritations et les mauvaises odeurs. Cette attention à l'hygiène intime révèle une connaissance empirique remarquable. Nos ancêtres avaient observé que certaines substances acides, comme le vinaigre, préservaient l'équilibre naturel de la flore vaginale et réduisaient les risques d'infection. Ils utilisaient aussi des décoctions de plantes aux propriétés antiseptiques, thym, romarin, sauge, camomille. Isabelle se sent déjà mieux. La tisane de saule commence à faire effet et le réconfort d'être prise en charge par d'autres femmes apaise autant ses douleurs physiques que son angoisse morale. Car les menstruations, dans la société médiévale, sont entourées de tabous et de superstitions qui rendent cette période encore plus difficile à vivre. Madame, murmure-t-elle timidement, pensez-vous que je pourrais assister à la messe dimanche ? Le père Anselme dit que les femmes en fleurs souillent les lieux saints. Cette question touche au cœur des contradictions de l'époque. D'un côté, l'Église considère les menstruations comme un signe d'impureté, hérité du péché originel. Elle interdit aux femmes menstruées d'approcher l'autel, de toucher les objets sacrés, parfois même d'entrer dans l'Église. De l'autre côté, la réalité pratique oblige à une certaine tolérance, car exclure toutes les femmes en âge de procréer viderait les églises. Vous irez à la messe, répond fermement Dame Agnès. Vous vous placerez simplement au fond de l'église et vous éviterez de communier. Dieu comprend les nécessités de la nature féminine, même si certains prêtres l'oublient. Cette réponse pragmatique illustre la façon dont les femmes médiévales naviguent entre les interdits religieux et les nécessités de la vie quotidienne. Elles développent des stratégies de contournement, des arrangements discrets, des compromis qui leur permettent de maintenir leur vie sociale malgré les tabous. Pendant les jours suivants, Dame Agnès observe attentivement la gestion de l'hygiène menstruelle dans son château. Elle découvre toute une organisation secrète, exclusivement féminine, qui fonctionne avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Les servantes se relaient pour laver et faire sécher les linges menstruels, toujours à l'abri des regards masculins. Elles préparent les tisanes antidouleurs, les décoctions antiseptiques, les onguents apaisants. Margot, qui coordonne cette logistique avec une discrétion exemplaire, explique à Dame Agnès les subtilités de ces soins intimes. Nous avons nos propres recettes, dit-elle fièrement. Ma grand-mère savait préparer une pommade avec de la graisse d'oie et de la poudre de racines de guimauve qui apaise les irritations. Et ma mère connaissait une tisane de feuilles de framboisier qui régule les cycles et diminue les douleurs. Ces connaissances, transmises oralement de génération en génération, constituent une véritable médecine féminine parallèle. Les femmes ont appris à soigner leurs maux spécifiques
à prévenir les infections, à gérer leur grossesse, sans toujours faire appel aux médecins officiels, souvent des hommes qui connaissent mal les réalités du corps féminin. Dame Agnès décide d'approfondir ses connaissances en rendant visite à Dame Mathilde, une sage-femme réputée du village voisin. Cette femme d'une 60aine d'années, aux mains expertes et au regard perçant, a assisté plus de 100 accouchements et soigné innombrables maux féminins. Elle possède une science empirique que n'égalent pas toujours les médecins diplômés des universités. L'atelier de Dame Mathilde ressemble à une officine d'apothicaire. Des dizaines de pots de terre cuite, alignés sur des étagères, contiennent herbes séchées, poudres colorées, onguents aux odeurs complexes. Des bouquets de plantes pendent aux poutres du plafond, séchant lentement dans l'air tiède que maintient un petit brasero, allumé en permanence. « Noble dame, dit la sage-femme en s'inclinant respectueusement. Que puis-je pour votre service ? Dame Agnès explique sa démarche. Elle veut comprendre comment les femmes de toutes conditions prennent soin de leur hygiène intime, quelles sont les pratiques efficaces, quelles sont les erreurs à éviter. Dame Mathilde sourit avec une pointe de fierté. Rarement une noble dame s'est intéressée de si près à ces questions que beaucoup considèrent comme triviales. L'hygiène de la femme, commence-t-elle, en prenant son ton le plus docte, ne ressemble pas à celle de l'homme. Notre corps change selon les saisons de la lune. Nos besoins varient selon notre âge, nos grossesses, nos maladies. Il faut s'adapter sans cesse, observer sans cesse, comprendre sans cesse. Elle montre à Dame Agnès sa collection de plantes médicinales spécifiquement féminines. Il y a là des herbes pour réguler les cycles, d'autres pour soulager les douleurs, d'autres encore pour prévenir les infections ou faciliter les accouchements. Chaque plante a ses propriétés, ses modes d'emploi, ses contre-indications. Cette verveine, dit-elle en désignant un bouquet de tiges séchées, prise en tisane, calme les nerfs et régularise les fleurs. Cette achillée millefeuille arrête les saignements trop abondants. Cette armoise favorise la descente du sang quand il tarde à venir. Dame Agnès écoute religieusement, prenant mentalement des notes. Elle découvre que l'hygiène féminine médiévale ne se contente pas de gérer les symptômes. Elle s'efforce de rétablir les équilibres naturels, de prévenir les désordres, d'accompagner les transformations du corps féminin. Et pour l'hygiène quotidienne, demande-t-elle. Dame Mathilde lui montre alors ses préparations lavantes, spécialement conçues pour l'intimité féminine. Il s'agit de décoctions d'herbes antiseptiques, adoucies par l'addition de substances grasses, parfumées par l'ajout d'essences naturelles. Ces préparations respectent l'équilibre délicat de la flore vaginale, tout en assurant une propreté parfaite. L'erreur, explique la sage-femme, c'est de vouloir trop nettoyer. La nature de la femme a ses propres mécanismes de protection. Il faut les aider, pas les contrarier. Un lavage doux, avec les bonnes herbes, au bon moment, voilà le secret. Cette approche révèle une compréhension intuitive des mécanismes biologiques féminins. Ces femmes du Moyen Âge, par l'observation patiente et l'expérimentation prudente, avaient découvert des principes que la médecine moderne ne ferait que confirmer des siècles plus tard. Dame Mathilde aborde ensuite la question délicate de l'hygiène pendant les rapports conjugaux. Dans une société où la sexualité féminine est entourée de tabous, elle a développé des conseils pratiques, discrets, efficaces pour préserver la santé et le bien-être des femmes mariées. Avant et après, dit-elle simplement, lavage à l'eau claire, avec un peu de vinaigre si besoin, et une tisane de racines de guimauve le lendemain, pour apaiser les irritations. Ces précautions, apparemment simples, révèlent une attention remarquable à l'hygiène sexuelle. Dame Mathilde a compris que la propreté génitale ne concerne pas seulement l'esthétique ou les convenances sociales, mais aussi la prévention des infections et la préservation du plaisir féminin.
La conversation se poursuit pendant plus d'une heure. Dame Agnès apprend l'existence de toute une pharmacopée spécialement féminine. D'épaisseurs à base de plantes pour traiter les infections vaginales, des fumigations d'herbes aromatiques pour purifier l'utérus après les accouchements, des onguents cicatrisants pour soigner les déchirures du périnée. Elle découvre aussi les superstitions qui entourent l'hygiène féminine. Certaines femmes croient que se laver pendant les règles peut arrêter l'écoulement et provoquer des maladies internes. D'autres pensent que les cheveux lavés pendant cette période ne repousseront plus. Dame Mathilde, avec sa sagesse empirique, fait le tri entre les croyances utiles et les préjugés dangereux. Les superstitions, explique-t-elle, naissent souvent de l'ignorance et de la peur. Mon rôle, c'est d'enseigner la vérité que m'ont transmise mes maîtresses et que j'ai moi-même vérifiée par l'expérience. Une femme propre est une femme en bonne santé, et une femme en bonne santé est une femme heureuse. Au moment de repartir, Dame Mathilde offre à Dame Agnès un petit pot de terre cuite contenant une pommade de sa composition. Pour vos moments difficiles, dit-elle avec un clin d'œil complice. Graisse d'oie, cire d'abeille, poudre de racines de consoude et quelques gouttes d'huile de rose. Cela apaise, cicatrise et parfume délicatement. De retour au château, Dame Agnès réunit les femmes de sa maison pour partager ses nouvelles connaissances. Dans l'intimité de ses appartements, elle organise une véritable séance d'éducation sanitaire féminine. Les servantes, d'abord intimidées, se détendent progressivement et commencent à poser des questions, à raconter leurs propres expériences, à échanger leurs secrets d'hygiène. Cette réunion révèle l'ampleur des besoins en matière d'information sanitaire féminine. Beaucoup de ces femmes, issues de milieux populaires, n'ont reçu qu'une éducation sommaire sur les questions d'hygiène intime. Elles se débrouillent comme elles peuvent, avec les moyens du bord, sans toujours savoir si leurs pratiques sont efficaces ou dangereuses. Dame Agnès décide alors de créer une sorte de dispensaire féminin au château. Elle fait aménager une petite pièce où les femmes pourront venir chercher conseils, remèdes et soutien moral pendant leur période difficile. Elle constitue une réserve de plantes médicinales spécifiquement féminines, fait confectionner des linges menstruels de rechange, organise un système d'entraide entre les femmes de différents âges et conditions. Cette initiative marque une révolution silencieuse dans l'hygiène du château. Pour la première fois, les besoins spécifiques des femmes sont pris en compte, respectés, organisés collectivement. Les tabous ne disparaissent pas, mais ils s'atténuent. Les souffrances ne s'effacent pas, mais elles deviennent plus supportables grâce à la solidarité féminine et aux connaissances partagées. Le soir, en se préparant pour la nuit, Dame Agnès réfléchit à tout ce qu'elle a appris. L'hygiène féminine médiévale n'est ni primitive ni négligée. Elle est complexe, nuancée, adaptée aux contraintes biologiques et sociales de l'époque. Elle révèle une connaissance empirique remarquable du corps féminin et de ses besoins spécifiques. Elle pense à toutes ces femmes qui, génération après génération, ont transmis leurs secrets, leurs recettes, leurs techniques. Elles ont créé une médecine parallèle, une science discrète, un savoir-faire spécifiquement féminin qui compense les lacunes de la médecine officielle. En s'enduisant les mains de la pommade offerte par Dame Mathilde, elle sourit. Cette substance onctueuse et parfumée symbolise tout ce qu'elle a découvert, l'ingéniosité des femmes face à l'adversité, leur capacité à transformer les contraintes en opportunités, leur solidarité face aux difficultés communes. Demain, elle continuera son exploration de l'hygiène médiévale, car elle a compris que chaque aspect de cette science empirique révèle des facettes insoupçonnées de la condition humaine à son époque.
Et que comprendre comment nos ancêtres prenaient soin d'eux-mêmes, c'est comprendre comment ils concevaient la vie, la santé, la dignité, le respect de soi et des autres. Par un matin d'avril, particulièrement doux, Dame Agnès est réveillée par un vacarme inhabituel dans la cour du château. Des voix masculines résonnent, mélangées au bruit du métal qui s'entrechoque et au piétinement des chevaux. Elle se lève, écarte les volets de sa fenêtre et découvre une scène qui la fascine. Une troupe de pèlerins, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, s'est arrêtée pour demander l'hospitalité. Et ces hommes, couverts de poussière après des semaines de marche, s'apprêtent à vivre sous ses yeux un spectacle extraordinaire de purification collective. Vous allez maintenant découvrir le dernier secret de l'hygiène médiévale. Elle ne concerne pas seulement le corps individuel, mais aussi l'âme collective, car nos ancêtres avaient compris que la propreté physique et la pureté spirituelle sont indissociables, que se laver le corps, c'est aussi nettoyer l'esprit, que l'hygiène est autant un rituel social qu'une nécessité pratique. Le chef de la troupe, un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné par le soleil et les intempéries, s'avance vers Dame Agnès qui est descendue l'accueillir. Sa barbe grisonnante est soigneusement taillée. Malgré les semaines de voyage, ses vêtements, bien que poussiéreux, sont proprement raccommodés, et ses mains, jointes en signe de respect, témoignent d'une hygiène maintenue malgré les difficultés du voyage. « Noble dame, dit-il en s'inclinant profondément, je suis Bertrand de Fougeray, marchand de Rouen, et je guide cette troupe de fidèles vers le tombeau de Saint-Jacques. Nous sollicitons votre hospitalité pour une nuit et la permission d'utiliser votre puits pour nos ablutions. » Dame Agnès observe attentivement ces pèlerins. Contrairement à l'image de vagabonds crasseux qu'on pourrait s'en faire, ils témoignent d'une hygiène remarquable compte tenu des conditions de leur voyage. Leurs bourgeois de cuir sont soigneusement huilés, leurs chaussures régulièrement réparées, leurs vêtements, bien que simples, proprement entretenus, car le pèlerinage médiéval obéit à ses propres codes d'hygiène, adaptés à la vie nomade, mais non moins rigoureux. « Vous êtes les bienvenus, répond-elle. Maître Thibaut va vous montrer où vous installer, et mes servantes prépareront de l'eau chaude pour vos ablutions. Ce qui suit révèle toute une science de l'hygiène collective. Les pèlerins s'organisent spontanément en groupe selon leur origine géographique et leurs conditions sociales, mais tous respectent les mêmes rituels purificateurs. Ils commencent par décharger leurs bagages avec un soin méticuleux, vérifiant que leurs affaires ne sont ni mouillées ni souillées, aérant leurs vêtements de rechange, inspectant leurs souliers. Bertrand de Fougeray supervise ces opérations avec l'autorité d'un homme habitué au voyage. Il connaît les dangers de la route, les poux qui pullulent dans les auberges mal tenues, les infections qui naissent de la promiscuité, les maladies qui se transmettent par manque d'hygiène. Il a donc imposé à sa troupe des règles strictes que tous respectent scrupuleusement. Chacun lave ses mains avant les repas, explique-t-il à Dame Agnès, qui s'intéresse à leur organisation. Chacun nettoie ses pieds chaque soir et vérifie qu'il n'a pas de blessure. Chacun change de chemise au moins 2 fois par semaine et aère ses vêtements chaque fois que c'est possible. Ces règles révèlent une compréhension remarquable de l'hygiène préventive. Ces hommes ont compris que maintenir sa propreté en voyage demande plus d'efforts et de vigilance qu'à domicile, mais que c'est le prix à payer pour préserver sa santé et celle du groupe. Dame Agnès observe la suite des opérations. Les pèlerins ont formé une file ordonnée devant le puits du château. Chacun attend patiemment son tour, tenant à la main ses affaires de toilette. Un petit savon enveloppé dans un linge, une étrille de métal pour gratter la saleté, un peigne d'os pour démêler cheveux et barbe, car contrairement aux idées reçues, ces voyageurs n'ont pas renoncé à leurs soins personnels.
Ils ont simplement adapté leurs pratiques aux contraintes du voyage. Le premier pèlerin s'avance. C'est un jeune artisan de Chartres, aux mains calleuses, mais étonnamment soignées. Il commence par se laver le visage et les mains avec une méthode qui révèle une longue habitude. Il mouille d'abord sa peau à l'eau claire, applique ensuite son savon en frottant énergiquement, puis rince abondamment, en veillant à éliminer toute trace de mousse. Mais ses ablutions ne s'arrêtent pas là. Il ôte ses chaussures, retrousse ses braies et commence un lavage minutieux de ses pieds et de ses jambes. Ses gestes sont précis, ritualisés presque. Il nettoie chaque orteil, chaque pli de peau, examine ses ongles, masse ses mollets endoloris par la marche, car l'hygiène du pèlerin se concentre sur les parties du corps les plus sollicitées par le voyage. Vous voyez, commente Bertrand en observant son compagnon. Nous avons appris que négliger ses pieds, c'est compromettre tout le pèlerinage. Un homme qui ne peut plus marcher devient un fardeau pour le groupe et met en péril sa propre salvation. Cette remarque révèle la dimension spirituelle de l'hygiène pèlerine. Se maintenir propre n'est pas seulement une question de confort ou de convenance sociale, c'est un devoir religieux, une façon de respecter le caractère sacré du voyage entrepris. Le corps qui porte l'âme vers les lieux saints doit être maintenu dans un état de pureté compatible avec cette mission spirituelle. Le second pèlerin, un marchand de Bourges à la corpulence imposante, apporte ses propres innovations à ce rituel collectif. Il a sorti de son bagage un morceau de pierre ponce qu'il utilise pour frotter ses coudes et ses genoux, éliminant ainsi les peaux mortes et les callosités accumulées pendant des semaines de voyage. Il possède aussi un petit miroir de métal poli qui lui permet de vérifier l'état de sa barbe et de ses cheveux. Cette pierre, explique-t-il à dame Agnès qui s'approche par curiosité, je l'ai achetée à un marchand de Marseille qui la tenait d'un marin revenant de Terre Sainte. Elle nettoie la peau mieux que toutes les étrilles et elle ne rouille pas comme le métal. Cette anecdote illustre les échanges commerciaux et culturels que favorise le pèlerinage. Ces hommes ne se contentent pas de voyager. Ils observent, ils apprennent, ils adoptent les techniques d'hygiène qu'ils découvrent en chemin. Le pèlerinage devient ainsi un vecteur de diffusion des innovations sanitaires à travers l'Europe. Un détail attire particulièrement l'attention de dame Agnès. Chaque pèlerin porte à sa ceinture un petit flacon de terre cuite bouché par un bouchon de liège. Intriguée, elle interroge Bertrand sur l'usage de ces récipients. C'est notre eau bénite personnelle, explique-t-il. Nous l'avons fait bénir avant le départ et nous l'utilisons pour nos ablutions les plus importantes. Cela transforme notre toilette quotidienne en acte de dévotion. Cette pratique révèle l'intime connexion entre hygiène et spiritualité dans la mentalité médiévale. Se laver avec de l'eau bénite, c'est purifier simultanément le corps et l'âme, c'est transformer un geste prosaïque en acte religieux, c'est rappeler que la propreté physique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une pureté morale. Pendant que les hommes procèdent à leurs ablutions, dame Agnès remarque que leurs vêtements font aussi l'objet de soins attentifs. Ils les secouent vigoureusement pour éliminer la poussière, les examinent à la recherche de déchirures ou de taches, les aèrent au soleil et au vent. Certains possèdent même de petites brosses de crin qu'ils utilisent pour nettoyer leurs chausses de laine et leurs tuniques de cuir. La propreté du vêtement, explique un pèlerin parisien tout en brossant sa cape. C'est aussi importante que celle du corps. Un habit sale attire les vermines, sent mauvais et donne une image indigne d'un serviteur du Christ. Cette attention vestimentaire révèle la dimension sociale de l'hygiène pèlerine. Ces hommes savent qu'ils seront jugés sur leur apparence dans chaque étape de leur voyage. Ils représentent non seulement leur région d'origine, mais aussi la dignité
de leur démarche spirituelle. Leur propreté devient un témoignage de foi autant qu'une nécessité pratique. Dame Agnès observe aussi leur technique de lutte contre les parasites, fléau constant des voyageurs médiévaux. Ils utilisent des poudres à base de plantes aromatiques qu'ils répandent dans leurs vêtements et leurs bagages. Tanésie séchée contre les puces, absinthe broyée contre les poux, lavande en sachet contre les mites. Ils inspectent régulièrement leurs coutures, leurs ourlets, tous les endroits où peuvent se nicher les indésirables. Un poux, déclare sentencieusement Bertrand, c'est comme un péché véniel. Si on le laisse s'installer, il en attire d'autres, et bientôt, on ne peut plus s'en débarrasser. Cette comparaison révèle la façon dont ces hommes intègrent l'hygiène dans leur vision spirituelle du monde. Chaque geste de propreté devient une métaphore morale. Chaque négligence sanitaire, un péché potentiel. L'entretien du corps se transforme en exercice spirituel, en acte de piété quotidienne. Le rituel des ablutions se poursuit pendant plus d'1 heure. Dame Agnès découvre que chaque région, chaque corps de métier apporte ses propres variantes à ces pratiques communes. Les marchands possèdent des savons de meilleure qualité, parfumés aux essences rares. Les artisans utilisent des outils spécialisés, adaptés à leur métier. Les forgerons ont des étrilles particulièrement efficaces contre la suie. Les tanneurs connaissent des décoctions qui éliminent les odeurs tenaces. Mais tous partagent la même philosophie de l'hygiène nomade. Économiser l'eau sans négliger l'essentiel, maintenir sa propreté sans s'encombrer d'ustensiles superflus, adapter ses soins aux conditions du moment sans jamais les abandonner complètement. L'après-midi, Dame Agnès assiste à un autre rituel fascinant, la lessive collective des pèlerins. Ils ont tendu des cordes entre les arbres de la cour et y font sécher leur linge, fraîchement lavé. Cette opération révèle une logistique complexe. Chacun possède suffisamment de vêtements de rechange pour pouvoir en laver une partie sans compromettre sa décence. Chacun connaît les techniques de lavage rapide qui permettent un séchage dans la journée. « Regardez », lui dit l'un d'eux, en essorant énergiquement une chemise de lin. « Nous lavons notre linge dans l'eau courante, jamais dans l'eau stagnante. Et nous y ajoutons toujours un peu de cendre de bois pour renforcer l'action nettoyante. Cette technique révèle une connaissance empirique remarquable des propriétés chimiques du lavage. Ces hommes ont découvert que la cendre de bois, riche en potasse, améliore l'efficacité du savon et facilite l'élimination des taches. Ils pratiquent inconsciemment une chimie domestique qui ne sera théorisée que des siècles plus tard. Le soir venu, Dame Agnès invite Bertrand de Fougeray à partager son repas. Elle profite de cette intimité pour approfondir sa compréhension de l'hygiène nomade. Le marchand, flatté de cette attention, se révèle un observateur perspicace des mœurs européennes qu'il côtoie dans ses voyages. Chaque pays, explique-t-il en dégustant le vin du château, a sa propre façon de concevoir la propreté. En Espagne, ils utilisent beaucoup les bains de vapeur, héritage des morts. En Italie, ils excellent dans l'art des parfums et des cosmétiques. En Allemagne, ils privilégient les bains froids qui fortifient le corps. Cette ouverture sur l'hygiène européenne révèle la richesse des échanges culturels que favorise le pèlerinage. Ces voyageurs ne se contentent pas de traverser les pays. Ils en rapportent les techniques, les recettes, les innovations qu'ils adaptent ensuite à leurs propres besoins. Le pèlerinage devient ainsi un vecteur de modernisation sanitaire. Et vous, demande Dame Agnès, quelle est votre innovation personnelle en matière d'hygiène ? Bertrand sourit et sort de sa bourse un petit objet qui intrigue Dame Agnès, une sorte de grattoir de métal, finement ciselé, terminé par une petite cuillère. C'est un cure-oreille que j'ai fait fabriquer par un orfèvre de Paris, explique-t-il fièrement.
Il nettoie parfaitement les oreilles, sans les blesser, et la petite cuillère sert à extraire la cire durcie. Cet objet révèle l'attention que portent les gens du Moyen Âge à des aspects de l'hygiène qu'on imagine souvent négligés. Nos ancêtres avaient développé des instruments spécialisés pour chaque partie du corps, chaque type de soin. Ils possédaient des cure-dents sculptés dans l'os, des cure-ongles en métal, des pincettes pour épiler les poils indésirables. La conversation se poursuit tard dans la nuit. Bertrand raconte ses rencontres avec d'autres voyageurs, des étudiants qui se rendent aux universités, des marchands qui sillonnent l'Europe, des diplomates en mission, des clercs porteurs de messages. Tous ont développé leur propre stratégie d'hygiène nomade. Tous contribuent à la diffusion des innovations sanitaires. L'hygiène, conclut-il philosophiquement, c'est comme la foi. Elle n'a de sens que si on la pratique dans toutes les circonstances de la vie, chez soi comme en voyage, dans le confort comme dans l'adversité. Le lendemain matin, Dame Agnès assiste au départ des pèlerins. Elle observe une dernière fois leur rituel de préparation, vérification minutieuse de l'état de leurs pieds, distribution de quelques remèdes contre les maux du voyage, bénédiction collective de leurs gourdes et de leurs vivres. Ces hommes repartent vers l'aventure, mais ils emportent avec eux toute une science de l'hygiène, adaptée à leur mode de vie nomade. En les regardant s'éloigner sur le chemin poussiéreux, Dame Agnès fait le bilan de tout ce qu'elle a appris au cours de ces semaines d'exploration. L'hygiène médiévale n'est ni primitive ni négligée. Elle est complexe, nuancée, adaptée aux contraintes de chaque époque et de chaque condition sociale. Elle révèle une connaissance empirique remarquable du corps humain et de ses besoins. Nos ancêtres avaient compris que la propreté n'est pas seulement une question de confort individuel, mais un enjeu de santé collective, un marqueur social, un acte spirituel. Ils avaient développé des techniques sophistiquées, des produits efficaces, des rituels signifiants. Ils transmettaient leurs connaissances de génération en génération, les enrichissaient par l'expérience et l'échange. Dame Agnès pense à Dame Mathilde, la sage-femme qui soigne les maux féminins avec ses herbes et ses onguents. Elle pense à Maître Thibaut, le barbier chirurgien qui maintient la propreté de ses patients avec ses instruments toujours impeccables. Elle pense à Godwin, l'étuveur qui accueille riches et pauvres dans ses bains parfumés. Elle pense à tous ces artisans de l'hygiène qui, dans l'ombre, préservent la santé et la dignité de leurs contemporains. Elle comprend aussi que l'hygiène médiévale obéit à des logiques différentes des nôtres. Nos ancêtres ne connaissaient pas les microbes, mais ils avaient intuitivement compris le lien entre propreté et santé. Ils n'avaient pas nos produits chimiques, mais ils savaient utiliser les ressources naturelles avec une efficacité remarquable. Ils n'avaient pas notre conception individualiste du corps, mais ils avaient développé des pratiques collectives de santé publique. L'après-midi, Dame Agnès réunit une dernière fois les habitants de son château pour partager ses conclusions dans la grande salle où se mêlent nobles et roturiers, hommes et femmes, jeunes et vieux. Elle dresse un tableau complet de l'hygiène médiévale. « Nous ne sommes pas des sauvages », déclare-t-elle avec une fierté évidente. Nos ancêtres nous ont transmis une science de la propreté adaptée à notre époque. Nous savons fabriquer des savons efficaces, préparer des remèdes guérisseurs, organiser des soins collectifs. Nous respectons notre corps. Nous prenons soin de notre apparence. Nous préservons notre santé. Cette déclaration marque la fin de son exploration, mais aussi le début d'une nouvelle conscience hygiénique dans son château. Elle a compris que connaître et valoriser les pratiques de son époque, c'est aussi se donner les moyens de les améliorer, de les enrichir, de les transmettre aux générations futures. Car l'hygiène médiévale, comme toute science vivante, continue d'évoluer. Chaque génération apporte ses innovations,
Ces perfectionnements, ces adaptations aux conditions nouvelles d'Amagnès et ses contemporains ne sont pas les héritiers passifs d'un savoir figé, ils sont les acteurs conscients d'une évolution permanente. En se couchant ce soir-là, après ses ablutions soigneuses et ses fumigations parfumées, Dame Agnès sourit, en pensant aux idées reçues qui courent sur son époque. Si les gens du futur pouvaient la voir en ce moment, propre et parfumée, dans ses draps de lin immaculé, ils comprendraient peut-être que l'histoire de l'hygiène humaine ne commence pas avec l'invention du savon industriel, mais s'enracine dans les gestes millénaires de nos ancêtres, qui, eux aussi, aimaient se sentir beaux, propres et dignes. L'hygiène médiévale révèle finalement ce que nos ancêtres avaient de plus précieux, le respect de soi et des autres, l'adaptation créative aux contraintes de leur époque, la transmission généreuse des savoirs utiles. Elle nous enseigne que la propreté n'est pas une invention moderne, mais une aspiration humaine universelle qui traverse les siècles et unit toutes les générations dans le même souci de dignité et de bien-être. Ainsi se termine cette plongée dans les secrets de l'hygiène médiévale, révélant que nos ancêtres, loin d'être les barbares crasseux que l'on imagine parfois, étaient des hommes et des femmes soucieux de leur corps, inventifs dans leurs solutions, attentifs à leur santé et fiers de leur apparence. Leur héritage, fait de gestes simples et de sagesse empirique, continue aujourd'hui encore d'inspirer ceux qui cherchent à concilier efficacité moderne et respect des rythmes naturels.